Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu. Cette fois-ci vous entendrez seulement ma voix, je vous expliquerai après, pour un nouveau podcast, on va dire ça comme ça. Alors étant donné que nous sommes quand même à un mois de l'année 2026, l'année est passée assez vite, et vu que la chaîne n'a quand même que quelques mois, et c'est aussi pour fêter les 100 abonnés, voilà, parce que j'ai vu hier qu'on avait, enfin il y a quelques jours, qu'on avait dépassé les 100 abonnés, voilà, donc merci à toutes les personnes qui ont pu, qui se sont abonnés, qui croient en cette toute petite chaîne. Donc non, je reviens pas sur les tops et les flops de l'année parce que déjà il nous reste un mois, il reste quelques films à voir, comme Avatar 3, si tant est qu'il sera soit dans un top soit dans un flop, on verra, et aussi parce que je dois rattraper quelques films que j'ai pas vus, je vous parlerai après des films que je n'ai pas vus, des films qui sont considérés comme des très bons films de l'année que j'ai pas pu voir parce que le cinéma parce que le cinéma le diffusait pas, parce que j'étais pas très intéressé, etc. Enfin, c'est surtout parce que le cinéma dans lequel je vais ne diffuse pas tous les films. Donc voilà. Et non, je reviens pas sur les tops et les flops de l'année, mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de films, genre la moitié de l'année, où il y avait pas de chaîne, et du coup, j'ai pu écrire des critiques. Je vous enverrai mon lien pour ceux qui sont intéressés pour voir des critiques plus longues, parce que je vais parler de plusieurs films dans cette vidéo. Mais non, on revient pas sur les tops et les flops de l'année, on va surtout revenir sur les films dont j'ai pas pu traiter, parce que la chaîne n'était pas créée, ou alors elle était créée, mais elle n'était pas fluctuante. Elle n'était pas dynamique comme maintenant, où je diffuse, je mets plein de choses, etc. Parce que voilà, elle a commencé vraiment depuis août 2025 avec la première critique de Angelus Animals. Et du coup, oui, il y a toute une première partie de l'année où je n'ai pas pu le faire. Donc voilà, je vais revenir sur une quinzaine de films à peu près. Encore une fois, je tâcherai d'être pas être long. Et d'ailleurs, je me suis fixé un objectif de faire à peu près 5 minutes par film. Et même là, en fait, je dis de pas faire trop long, mais même si je passe 5 minutes par film, ça fera plus de 60 minutes parce que j'ai au moins une quinzaine de films à traiter, donc ça va être un peu compliqué. Donc je parlerai de tous les films que j'ai pu voir en salle, parce que vous doutez bien que c'est pas mon métier, etc. Parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais en cours, etc. Enfin voilà, je vais pas raconter ma vie, mais voilà, j'ai pas pu voir tous les films, et il y a aussi des films, bien évidemment, dont je n'ai pas voulu voir parce que je savais d'avance que j'allais soit détester, que ça n'allait pas m'intéresser, ou encore que voilà, ça se voyait que c'était des catastrophes. Donc j'ai pas vu des films comme Minecraft, j'ai pas vu les live action Disney style Blanche-Neige ou Lilo et Stitch, parce que ça sentait que c'était vraiment pas des films intéressants. Mais même si voilà, il y a plein de films dont j'ai pas voulu voir parce que je savais qu'ils étaient mauvais, ne vous inquiétez pas, le flop 2025 sera assez gratiné. D'ailleurs il y a plein de films dans la liste que j'ai où je vais pas être très tendre, voilà, je vous le dis tout de suite, car pour moi ce fut quand même une année en termes de blockbuster de films hollywoodiens, pour moi catastrophique, et même en termes de films purement, alors il y en a plein que j'ai plutôt bien aimé, que j'ai trouvé très sympa, mais il y en a aucun véritablement qui m'a marqué, où je ne suis pas sorti de la salle en étant de la magie plein les yeux, quoi. Non, absolument pas. J'ai trouvé que c'était une année assez vide, que ce soit en France, que ce soit même aux États-Unis ou dans les autres pays. Mais je dis pas, il y avait plein de films qui étaient très sympas, que j'attendais, où je les ai trouvés plutôt bons, mais pas exceptionnels.
Noël, donc c'est pas des déceptions, c'est juste des mouais, voilà. Donc vous allez voir ça. Et aussi j'ai quelques déceptions, mais je vous le dis tout de suite, on est en novembre, on est fin novembre 2025, et non, désolé, c'est une année assez vide et assez éclatée. Voilà, c'est une année pour moi extrêmement claquée sur les films qui ont été proposés. Donc voilà, donc c'est parti pour un retour sur les films de 2025 dont je n'ai pas parlé, des bons, des mauvais. Et je me tâcherai de faire 5 minutes par film. J'ai mon téléphone où je vais foutre un chrono à chaque fois pour 5 minutes par film. Voilà, j'espère que je vais tenir le coup et que je ne ferai pas trop long. Donc je vais faire une liste de tous les films qui sont sortis de janvier 2025 à juillet, août 2025, mais ça sera jusqu'à janvier, jusqu'à juillet. Ça sera par ordre de sortie, ça sera plus simple pour moi. J'espère que j'aurai une bonne mémoire parce que les films, je les ai vus qu'une fois au cinéma. Donc voilà, on va jouer comme ça. J'espère que ça va fonctionner. Alors, on passe pour le premier film. Alors le premier film, je crois que c'était le premier film que j'avais vu, et je me demande si je l'avais pas vu en avant-première. C'est un film français qui s'appelle Un ours dans le Jura, vous avez pu en entendre parler. Troisième film réalisé par Franck Dubosc, oui. Alors, je vais pas vous faire le pitch, on n'est pas là pour raconter le film, on est juste là pour parler le plus rapidement possible. C'est assez particulier parce que je suis pas un mec qui est fan de Dubosc, enfin je suis pas fan de son humour, etc. Mais c'est vrai que depuis qu'il avait fait son premier film, on sentait une volonté de faire autre chose que de la comédie, faire quelque chose de plus sentimentaliste, de plus émotionnel. Alors je vous avoue que les deux premiers films qu'il a fait, je les ai vus, mais je trouvais encore que ça faisait très tire-larme, enfin pas forcément tire-larme, mais très cucu, trop émouvant, trop mélodramatique, un peu pour rien. Il y avait de l'humour bien évidemment, mais j'étais pas fan, même si j'acceptais, je respectais la proposition de Dubosc de vouloir proposer quelque chose de différent. Et du coup il en est à son troisième film, et alors celui-ci on était sur quelque chose d'encore une fois complètement différent des deux premiers films, parce que là ça se voulait presque un espèce de pur thriller français, alors un mélange entre comédie noire, comédie dramatique, etc. Enfin il y avait un mélange de genres. J'étais assez surpris même quand on voyait les premières bandes annonces, et je vous avoue que c'est une très bonne surprise. Alors c'est pas non plus le meilleur film de l'année, ni le meilleur film français, mais voilà, je partais vraiment plutôt bien, et après je sais plus combien de temps dure le film, à peu près 2 heures, un peu moins, ouais je suis sur le cul, j'ai vraiment bien aimé, c'était une très très bonne surprise. En plus dans la salle où j'étais il y avait beaucoup de monde parce que c'était une avant-première, et oui il y avait un rire communicatif que j'ai très rarement vu cette année, ouais je suis assez surpris. Donc le film est un mélange de plusieurs genres, il y a beaucoup de comiques, mais c'est énormément un film presque un espèce de thriller un peu absurde, et en fait tous les genres se mélangent assez bien. Alors bien évidemment on a parlé, c'est un pur film à la frère Cohen, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références, que ça soit l'atmosphère, le ton ou la réalisation qui fait beaucoup penser bien évidemment à Fargo des frères Cohen, même The Big Lebowski, etc. Déjà le fait qu'on est dans le Jura et il neige tout le temps, donc oui bien évidemment ça fait penser à Fargo, mais oui je me retrouve, pourtant je suis pas fan de l'humour de Dubosc, mais vraiment là il se change complètement, j'ai rarement vu ça chez lui, et oui c'est son meilleur film de très très loin. Tous les acteurs sont super, Dubosc il est très cool, Laure Calamy c'est toujours une super actrice, et c'est un peu elle qui porte le film. Poulvord, j'ai pas grand chose à dire dessus, il est excellent comme d'habitude, enfin voilà, tout est vraiment très surprenant dans ce film, on s'amuse à vraiment suivre le film et à être surpris de bout en bout sur chaque événement, chaque situation. Peut-être que le film est un petit peu trop long, je crois qu'il dure 2 heures ou 1h50, je pense que c'est une comédie qui est un peu trop longue, et malheureusement tu sens qu'il y a des moments où c'est un peu trop long, ou trop de scènes qui s'étalent pour rien, mais je vous avoue que ouais le film a énormément de surprises et réserve énormément de surprises. Je sais pas si le film avait bien fonctionné à l'époque, mais voilà, il y a aussi une pure volonté de faire quelque chose de satirique et de comique. D'ailleurs je regarde l'écran et je vois que c'est écrit d'après, je regarde l'affiche et je vois que c'est écrit d'après une histoire fausse, donc voilà, dès le début on sent une volonté de proposer quelque chose d'assez absurde et de très fun, tout en gardant un côté extrêmement sérieux et par moments assez dramatique quand même, et en plus le film est assez violent, je vous l'avoue, il y a quelques moments assez hard,
y a plus grand chose qui me choque, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec une comédie vraiment un peu crime, un peu etc. Enfin voilà, c'est un pur film à la Cohen qui est pas du tout en deçà de films à les frères. Bon, bien sûr, les frères Cohen ont une écriture tellement ingénieuse et tellement assumé que c'est bien sûr d'un autre niveau, mais je trouve que c'est pas du tout quelque chose de décevant. Donc non, franchement, Un ours dans le Jura, je vous le conseille véritablement. D'avoir regardé trop loin, au lieu de regarder ce que j'avais sous les yeux, au lieu de te regarder toi. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a rien d'écrit, hein. Là je suis en pure improvisation, donc ça va pas être super bien écrit, peut-être que ce que je vais dire va pas être si intéressant que ça. Donc on continue, hein, parce que j'en ai quand même une quinzaine à faire. Alors le prochain film, il s'agit du film L'amour au présent, ou We Live in Time, réalisé par, putain je sais plus comment il s'appelle ce mec, par John Crowley, ou Crowley. Alors ça, je m'en foutais un petit peu parce que je suis pas un amateur de comédie romantique, mais bon, je vous avoue que le film quand même, avec beaucoup de popularité, enfin je pense qu'il a pris de plus en plus de popularité parce que déjà les deux acteurs principaux, Andrew Garfield et Florence Pugh, sont un peu des acteurs ultra populaires, surtout Florence Pugh. Je vous avoue que je me faisais un peu chier, donc je suis allé le voir. Bon, je pense que c'est un film à aller voir en couple parce que tout seul, non pas que tu te fasses chier, mais tu vois pas trop l'intérêt. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu oubliable, un peu cucu, mais ça passe, c'est pas foufou, je vous le dis, je crois que j'ai oublié la quasi-totalité du film. Je trouve que la plus grande force du film, ce sont les acteurs, les deux, le duo est exceptionnel, Andrew Garfield, super acteur, bien évidemment, et Florence Pugh aussi, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment Florence Pugh qui ressort du film, mais je trouve que c'est une brillante comédienne, et elle apporte un charme, un truc de fou, enfin vraiment, oui, le duo fonctionne, mais c'est vrai qu'elle elle a quelque chose en plus d'Andrew Garfield, et je trouve que vraiment les deux forme un duo vraiment assez fort. Oui, donc en fait, oui, c'est un pur film de comédie romantique, mais c'est aussi une volonté de parfois faire un petit effort et changer le ton, l'absurde, etc. Vouloir rentrer dans quelque chose de plus sombre, de plus douce amer. Après, je regarde pas énormément de comédies romantiques, mais je trouve que le film est un peu trop long, et en plus, il y a une volonté de faire quelque chose de parfois un peu incohérent, on va dire ça comme ça, enfin quand je dis incohérent, c'est-à-dire que le film n'a pas de timeline chronologique, pour un terme un peu plus anglais, mais oui, il n'y a pas de structure chronologique, c'est-à-dire que on va pas te suivre une histoire, mais on va te suivre plutôt le déroulement d'un couple, comment un couple peut se battre face aux situations de la vie les plus dures, le cancer, etc. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Après, je trouve que oui, le film ne réinvente rien, et c'est un film à voir en couple, parce que sinon, si tu vas tout seul, c'est pas que tu vas te faire chier, mais tu vois pas trop l'intérêt, quoi. C'est vraiment le pur film à voir, vraiment en journée de Saint-Valentin, quoi. Vraiment, c'est un film où vous allez passer un bon moment, c'est bien réalisé, c'est un film un peu bonbon, mais c'est un film un peu oubliable, vous allez pas vous souvenir de tout, il y a une volonté un peu d'être émouvant, mais là aussi, ça fonctionne par moment, mais pas totalement. Donc, pas grand chose à dire sur L'amour au présent, je trouve le titre en version française absolument à chier, catastrophique, je sais pas où est-ce qu'il les trouve les titres. Donc non, j'ai pas grand chose à dire, c'est un film qui est intéressant, mais pour moi le film vaut le coup moi j'avais rien à faire à l'époque, il y avait rien au cinéma et je voulais le tester, je pense que j'avais 2 heures de temps libre, donc je suis allé voir ça. Comme je vous dis, je vois rarement des comédies romantiques, mais le film vaut le coup, surtout pour la prestation des deux comédiens qui sont vraiment excellents, Andrew Garfield, Florence Pugh. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur L'amour au présent. Je vous le conseille, mais pas forcément, quoi. C'est vraiment, je vous le conseille si 1, vous êtes en couple, 2, si vous avez pas d'autres films à voir, voilà. Et si vous êtes dépressif, je vous conseille pas du tout le film. Voilà, je vous le dis tout de suite parce que c'est pas un film très très fun. C'est douce amère, c'est un film douce amère. Donc c'est un petit bonbon. Voilà, tu passes un bon moment, mais tu l'oublies assez vite. Voilà. Pour ce qui est de L'amour au présent, réalisé par John Crowley. Moi que tu veux? Alors viens me chercher! Captain America Brave New World.
Ah bah alors celui-ci, ça va être dans un de mes flops de l'année parce que c'était pas bon. C'est une belle coquille vide comme nous propose Marvel depuis des années et des années. C'est le film Marvel lambda à la con. Le seul truc qui était intéressant, c'est d'enfin voir le Red Hulk. Et bah vous savez quoi, là aussi c'est raté. Non, c'est pas que c'est raté, c'est que il arrive. Je spoil, hein, je vous le dis tout de suite, la vidéo va être un énorme spoiler, enfin le peu de spoil que j'ai envie de vous dire en 5 minutes. Il arrive à la fin, enfin de toute façon tout le monde a dit que c'était éclaté, mais c'est vrai, c'est vraiment le pur film éclaté, Captain America Brave New World. Le Red Hulk, il arrive à la fin, il n'a aucun intérêt, hormis le fait que le Red Hulk, même si c'est que des CGI, il est vraiment bien fait, voire même encore plus impressionnant que le Hulk de Mark Ruffalo. J'aime bien la proposition de vouloir faire un pur film d'action espionnage, sauf que quand on veut se comparer à Winter Soldier, faut au moins avoir la qualité artistique et la direction artistique des combats et de la volonté de faire un pur thriller. Là ça fait un peu téléfilm, voilà, je vous le dis tout de suite, ça fait chier parce que c'est un Marvel, mais oui, on a eu cette volonté, enfin le film avait cette volonté de vouloir faire un espèce de soldat de l'hiver, Captain America 2, qui était un assez bon film Marvel en tant que tel. Et ben, le film avait cette volonté de vouloir proposer une pure envie de revenir sur du Winter Soldier. Ça en a pas la qualité, c'est assez fade, les scènes d'action sont absolument oubliable, enfin voilà, encore une fois c'est un yes man, enfin c'est tout le problème encore une fois de ce qu'a le MCU depuis des années. Aucune proposition, c'est du vide, ça n'a aucun intérêt, c'est un peu long, on s'emmerde, j'ai envie de vous dire, hormis, et oui, on s'ennuie, hormis, bah oui, la scène où enfin le Red Hulk se réveille et tu te dis, ouais, ok, c'est sympa, ça fait boum boum, il y a des explosions, c'est cool, c'est mal réalisé, mais voilà, ça fait le divertissement. Sauf que c'est 10 minutes à la fin, donc c'est encore une fois du foutage de gueule, et j'ai envie de vous dire que c'est une publicité mensongère, parce qu'ils arrêtent pas de le teaser, même sur affiche que je trouve absolument dégueulasse, encore une fois, comme tous les films Marvel. Au moins, ils ont pas fait l'affiche avec toutes les têtes dessus, non, il y a juste le nouveau Captain America avec le Red Hulk, mais encore une fois c'est encore une fois un échec parce que tu le vois 10 minutes à l'écran, le méchant il est inoubliable, je ne vois aucun intérêt. Alors ce qui est intéressant dans ce film, c'est que ça veut se faire une volonté de coller avec l'incroyable Hulk, qui a jamais été véritablement un film qui se voulait être cohérent dans le MCU, parce que déjà on avait Edward Norton en Hulk et pas Mark Ruffalo, mais je trouve que c'est pas mal de tisser un lien plus de 20 ans après entre le Hulk, enfin 20 ans, je dirais pas 20 ans mais 15-16 ans après, entre le Hulk de Louis Leterrier et le Captain America Brave New World. C'est plutôt pas mal. Il y a 2-3 acteurs qui reviennent comme je sais plus l'actrice qui joue dans Le Seigneur des Anneaux là. J'ai oublié son prénom, je vous mettrai le nom de l'actrice qui jouait Betty, la copine de Banner. C'est intéressant, enfin on la voit quoi, 2 minutes à l'écran, mais oui c'est intéressant d'avoir cette cohérence parce que c'est un peu un film qu'on avait oublié. Mais hormis de ça, encore une fois, ça n'a aucun intérêt, enfin je vois pas trop l'intérêt de ce film à part, je sais pas, en fait je sais même pas à quoi sert ce putain de film à part annoncer le nouveau Captain America qui est en plus pas terrible, voilà, j'avoue que Anthony Mackie, j'ai aucun problème avec ce mec, mais c'est vrai que passer après Steve Rogers, c'est un peu le charisme zéro. Pour moi, il n'a aucun charisme, il ne représente absolument pas ce qu'était le héros de Captain America, et tu passes après, oui c'est vrai de passer après Chris Evans, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu comme l'actrice qui a repris le rôle d'Iron Man là. Riri Williams, je crois, un truc comme ça, qui est la nouvelle Iron Man, bah, elle est absolument catastrophique quand tu penses à Tony Stark. Et là, c'est un peu pareil, Anthony Mackie qui passe sur le nouveau Captain America, bah ouais, il le fait pas terrible, quoi. Ça va, il passe, mais tu le compares avec le premier Captain America, non, quoi. Non, c'est vraiment pas intéressant. Donc j'ai à peu près tout dit. Giancarlo Esposito, super acteur, dont on le prend pour jouer un rôle, encore une fois, mais complètement oubliable, enfin... Vraiment aucun intérêt. Alors oui, on le fait encore jouer un rôle de méchant, terroriste, etc. Vraiment, c'est une catastrophe de prendre Giancarlo Esposito, qui était un super acteur, pour le faire jouer un rôle aussi pitoyable. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'avais été plutôt... j'avais trouvé ça très moyen quand je suis sorti, mais bah, en y repensant au film, etc., comme d'habitude, les films très moyens, bah, ils sont pour moi de pire en pire quand je repense. Quand je repense au film. Donc non, Captain America Brave New World, c'est pas du tout non, c'est vraiment je pense que ça sera un des flops de l'année. Ça n'a aucun intérêt, encore une fois. T'as la trouille de crever. Cette fois, j'ai pas eu peur.
Ok, donc passons à Mickey 17. Attendez, je vais juste mettre l'affiche comme ça, c'est plus rapide. Alors, Mickey 17, réalisé par Bong Joon-ho. Alors là, j'espère ne pas faire trop long. Bon, ça fait un peu chier parce que je m'en souviens d'être sorti du film plutôt satisfait du film. J'avais trouvé le film un peu trop long, mais j'avais trouvé que c'était plutôt intéressant et que c'était pas mal et que c'était un bon blockbuster de ce début d'année en mars. Et au fur et à mesure, je me dis attends. Bong Joon-ho, c'est quand même un super réalisateur coréen qui a fait des films exceptionnels. On repense à Parasite, à Memories of Murder, enfin absolument démentiel, Snowpiercer par exemple. Et en fait, on se dit mais merde, mais plus tu y repenses, plus tu dis oui, le film est bien, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'a pu faire Bong Joon-ho, quoi. Oui, le film est plutôt bon dans ce qu'il veut proposer, sur la critique de la lutte des classes. Alors encore une fois, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une répétitivité sur tous les thématiques et les questionnements de Bong Joon-ho depuis le début de sa carrière. On se dit c'est pas mal, mais il apporte rien de plus à ce qu'il a pu dire. Les acteurs sont plutôt bons, Robert Pattinson en tête. Je pense que la plus grande force du film, c'est l'interprétation de Pattinson, qui joue plusieurs personnages, qui a cette idée de double, aussi intéressant. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, je parle rapidement sur le fait que cette année, il y a eu je sais pas combien de films qui ont parlé de la double personnalité ou des acteurs qui se sont mis en double. Je sais pas pourquoi, Hollywood cette année, enfin Hollywood même dans le cinéma global, ils adorent montrer des acteurs en double. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est la double personnalité, est-ce que ça veut montrer qu'on n'a plus beaucoup d'idées, du coup on repompe les idées des autres films, etc. Donc oui, il y a ce double Pattinson, enfin j'ai envie de vous dire, c'est même pas ce double, parce que là il y a au moins 17 Robert Pattinson, mais oui, je trouve que c'est quand même une petite déception. C'est pas une catastrophe, c'est pas une grosse déception parce que j'avais été un peu hacké quand je voyais les bandes annonces, ça me tentait pas tant que ça. Alors oui, la proposition était là, les thématiques, c'est du pur Bong Joon-ho. Je trouve que niveau direction artistique, c'est pas le meilleur de ce qu'on a pu faire en science-fiction. C'est plutôt de bon augure, mais je pense que, encore une fois, Bong Joon-ho a fait mieux dans sa période américaine parce que oui, il revient sur un film américain comme il l'avait fait avec Snowpiercer, mais je trouve en toute honnêteté, même si je suis pas fan de Snowpiercer, je trouve que la volonté artistique et la proposition étaient beaucoup plus intéressantes dans un Snowpiercer avec cette idée de quand tu changes de wagon, quand tu changes de train et de wagon, tu rentres dans une nouvelle classe sociale, dans un nouvel environnement. Je trouve que ça fait changer la direction artistique, ça fait changer la réalisation et la mise en scène. Donc ça avait une véritable proposition artistique. Là, Mickey 17, je trouve que ça tourne en rond. Ça tourne en rond dans la proposition, dans la réalisation, dans les acteurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de caricatures aussi que je trouve pas intéressant. Mark Ruffalo, même si je le trouve bon, je vois pas l'intérêt. C'est quoi? C'est une caricature de Donald Trump. Pourquoi pas? L'acteur est plutôt bon, mais encore une fois, ça se répète, ça n'innove pas, c'est pas intéressant. Même si oui, tu passes un bon moment, c'est vrai que tu repenses quand même à Bong Joon-ho, ce qu'il a fait avec Parasite, ce qu'il a pu faire dans toute sa cinématographie coréenne. Putain, c'est dommage de le voir sur quelque chose d'un peu plus formaté, d'un peu plus... où t'as l'impression qu'il est obligé d'utiliser un cahier des charges. C'est pas un blockbuster nul, c'est pas du tout quelque chose de catastrophique, non, c'est de bonne facture, c'est même plutôt parfois pertinent, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'a pu faire Bong Joon-ho, surtout quand tu penses que son dernier film c'était Parasite, qui était quand même une énorme tuerie, quoi. Donc non, malheureusement, Mickey 17, j'avais été plutôt content et j'avais même été plutôt satisfait du film à sa sortie, mais en y repensant, je me dis non, malheureusement, c'est pas à la hauteur de ce qu'a pu faire Bong Joon-ho. Je vous le conseille quand même si vous avez rien d'autre à mater, et si vous aimez bien Pattinson, vous allez beaucoup aimer, parce que je le trouve excellent dans ce film. Voilà pour Mickey 17. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. Et bah justement, on parlait de Sinners avec cette idée de double acteur à chaque fois pour plein de films cette année. Oulala, alors bon, on va parler de Sinners. Oh putain, alors celui-ci, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Alors tout le monde, il y en avait plein qui trouvaient qu'il était génial, il y en a plein qui l'ont défoncé aussi en disant arrêtez de penser que ce film est une giga masterclass, tuerie, etc. Alors je vous avoue, je m'en foutais.
Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure où je voyais les bandes annonces arriver, etc., je me suis dit tiens, pourquoi pas lui donner une chance. je m'attendais à rien, je m'en foutais totalement, hein. Je crois que c'est vraiment le film où j'ai même pas vu les bandes annonces parce qu'il y avait rien et parce que j'avais du temps libre, donc pourquoi pas voir Sinners réalisé par Ryan Coogler. J'aime plutôt bien Ryan Coogler quand il est pas formaté par le MCU, même si j'aime bien Black Panther, le premier Black Panther, voilà, il passe, il est sympa, c'est pas une cata non plus. Le 2 pour moi c'est irregardable, c'est trop long, et le premier Creed était plutôt pas mal, même si bon, il n'apportait rien de plus. Donc je suis mi-figue mes raisins sur Ryan Coogler. Je pense que des fois il peut proposer des choses intéressantes et parfois il se gourre complètement. Mais pour Sinners, bah écoutez, c'est plutôt une très bonne surprise, et je vous avoue, j'ai beaucoup aimé le film en règle générale. Alors oui, je sais, je vais pas être quelqu'un d'original, mais je pense qu'il sera sûrement dans les films que j'ai le plus apprécié cette année, parce que je sors du film, je me dis putain, je savais que ça allait parler de vampires, etc., mais je pensais pas que le concept allait aller aussi loin, et je trouve que même s'il ne réinvente rien, il le fait super bien. Toute la volonté de proposer une réflexion sur la culture musicale, etc., je trouve que c'est extrêmement bien trouvé dans le film, avec le rapport au mythe, la culture, il va te faire construire toute cette idée de mythe à travers aussi la culture afro-américaine, etc. Il y a énormément de choses super intéressantes. Bien évidemment, beaucoup ont adoré le film par cette scène absolument géniale dans la réalisation où on va te faire montrer l'évolution de la musique, etc., jusqu'au rap. Moi, je trouve vraiment que c'est excellent cette scène. Ouais, putain, elle a de la gueule et elle en donne vraiment, quoi. Elle te donne vraiment envie de suivre ses personnages. Il y a une ambiance musicale de fou. Et je trouve en toute honnêteté que c'est un des... je pense que c'est le meilleur film de Ryan Coogler de très loin, mais je trouve que même dans sa proposition, c'est vraiment intéressant, les musiques sont toutes excellentes. Non, vraiment, je me retrouve avec vraiment une très bonne surprise. Je m'attendais à rien, je m'en foutais, et ouais, je me retrouve, je suis assez surpris. Les acteurs, bah écoutez, Michael B. Jordan, je suis pas non plus super fan de ce mec, mais là je trouve qu'il assure véritablement en jouant deux rôles assez différents tout de même. Les autres acteurs sont vraiment très bons. Mention spéciale à... alors je le connaissais parce qu'on l'a vu dans deux films importants cette année, Josh O'Connor, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui joue cette espèce de redneck sudiste qui va se transformer en vampire. Waouh, et je suis sur le cul, il est génial comme méchant. Il est, il fait extrêmement mec humble et gentil, mais en fait bon, il cache assez bien son jeu parce qu'il est transformé en vampire. Il y a cette scène où il chante, où il y a ce côté un peu opéra, etc. Toutes les musiques sont géniales dans ce film. Non, vraiment, je vais pas être quelqu'un d'original en disant ça, mais c'est un des films où je me suis le plus amusé cette année en essayant de chercher comment le film va se construire ou va trouver son prochain enjeu, etc. Comment le film va sortir. Alors oui, c'est un peu cliché par certains moments, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de révolutionnaire, mais je trouve que encore une fois, si un film le fait bien, avec des bons acteurs, avec des bons enjeux, avec une réalisation assez belle, bah moi je suis pris. Et donc ouais, Sinners, bah même si en effet le film n'est pas parfait, je trouve que c'est un des films de cette année qui m'a vraiment le plus plu. Alors oui, on va comparer avec le fameux film de Robert Rodriguez, Une nuit en enfer, mais je vous avoue un truc, moi j'ai jamais été très fan de Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, parce que je suis un peu comme tous les cons qui ne connaissaient pas du tout le concept du film en me disant ah, on commence sur un Tarantino, et en fait non, c'est un pur film de zombies, de vampires. J'ai jamais été très fan, je vous avoue, mais en même temps je l'ai revu qu'une seule fois, et bon, je suis pas fan du cinéma de Robert Rodriguez. Bon, après c'est pas nul non plus Une nuit en enfer, mais je trouve que la proposition, et alors là je vais me faire défoncer la gueule en disant ça, mais je préfère Sinners à Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Voilà, je l'ai dit. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Ça n'engage personne d'autre que moi, mais voilà. Donc, pour ce qui est de Sinners réalisé par Ryan Coogler, c'était plutôt une très très bonne surprise, et il est revenu dans mon estime, Ryan Coogler, quoi. Après ce Black Panther Wakanda Forever que j'avais vraiment détesté, et voilà, c'est plutôt une très bonne c'est vraiment un film d'une très bonne facture, donc j'ai hâte de le revoir. Voilà. Il n'y a que des méchants. Et d'autres qui sont pires encore. Fin de l'histoire. Regardez-les, parce qu'ils sont adorables.
Et c'est parti pour le prochain film, Thunderbolts, oh putain, ou The New Avengers, bah oui, parce que la seule intérêt qu'avait ce film, c'est en fait de nous faire une grosse quenelle en disant, bah en fait non, le film ne s'appelle pas Thunderbolt, mais il s'appelle The New Avengers, ce qui n'a aucun intérêt, parce que si c'est ça les nouveaux Avengers, non merci. Alors ça c'est la grosse banane de chez Marvel cette année, je m'en branlais comme pas possible, parce que tous les personnages de ce film étaient pour moi des bras cassés, vraiment les seconds couteaux de chez Marvel dont tout le monde se branle. Après l'idée de développer les personnages pour les rendre beaucoup plus attachants n'était pas une mauvaise idée, mais pour moi le ton était absolument fade, ça n'avait aucun intérêt, il n'y avait aucune proposition dans la mise en scène et la réalisation, c'était extrêmement sombre, donc je m'en foutais, je l'ai rattrapé il y a quelques mois. Alors oui, je vous avoue c'est mieux que Brave New World, mais alors arrêtez de vous branler sur ce film quoi, arrêtez de dire que c'est le meilleur Marvel depuis, je sais pas moi, depuis Avengers Endgame. Il y a rien, ça n'a aucun intérêt. Oui, ce qui est intéressant c'est qu'on développe les personnages, mais je les trouve pas plus attachants après quoi. Que ça soit Bucky, que ça soit le personnage de Yelena, même Red Guardian, mais je m'en branle, ces persos, mais je m'en fous, et même les revoir dans le prochain Avengers, ça n'a aucun intérêt. Arrêtez de dire que le film à ce côté film dépressif où on essaie de comprendre les personnages, mais je sais pas qu'est-ce qu'a voulu faire Marvel quoi, il voulu faire un film d'auteur un peu intimiste, mais on s'en branle, ça n'a aucun intérêt quoi. Il y a même pas de scénario, c'est pas intéressant. Et alors la méchante principale, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle est nulle, enfin vraiment je ressens de film. C'est un film de petit malin, enfin c'est Marvel qui joue au malin en disant tiens on va faire un film que personne n'attend parce que tout le monde s'en branlait du film, et en fait on va reprendre tout le monde au dépourvu en se disant bah en fait non, on a fait un film assez intimiste, assez dépressif, on a fait complètement quelque chose de différent. C'est pas parce que vous faites quelque chose de différent que le film sera intéressant, parce que je vous avoue que le film bah il m'emmerde, il dure moins de 2 heures je crois, ou je crois qu'il dure 2 heures, un truc comme ça, mais ça n'a aucun intérêt, je comprends pas que tout le monde ait trouvé ça vraiment intéressant. Non, c'est encore une fois le Marvel un peu fade, qui propose rien dans la réalisation, encore une fois, qui prend aucun risque. Alors oui, en effet, on développe un peu plus les personnages, mais je trouve que c'est complètement con, quoi, ça n'a aucun intérêt, et c'est une vitrine le truc, c'est vraiment pour te montrer qu'on n'avait rien à proposer avec ces personnages, et je suis désolé, on les développe pas bien, quoi, j'ai pas plus d'attachement après, quoi. Alors peut-être que oui, Florence Pugh, c'est un peu, bah justement, je parlais de Florence Pugh, c'est une super comédienne, oui, c'est un peu elle qui ressort du film parce que son personnage est sympa, parce que elle, je la trouve, je trouve que vraiment elle brille. La meuf, c'est vraiment une actrice qui, par son charisme un peu naturel, elle brille à l'écran, cette nana. Donc oui, Florence Pugh, c'est un peu celle qui ressort du film, mais parce que c'est une super comédienne. Les autres, oui, j'aime bien l'acteur qui joue Bucky, j'ai oublié son nom, Sebastian Stan, parce que bon, là aussi c'est un très bon comédien, mais dans son rôle, je trouve qu'il est encore une fois un peu bloqué dans son rôle de Bucky Barnes, et les autres, non quoi, c'est vraiment des persos mais secondaires qui n'ont aucun intérêt quoi. L'espèce de Captain America là, le fils de Kurt Russell. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est Wyatt Russell, je crois qu'il s'appelle. Je m'en branle quoi. Oui, on le voyait dans la série Captain America et Winter Soldier, mais je m'en fous quoi. Red Guardian, ça m'a jamais rien fait. Je trouve que c'est vraiment l'archétype du personnage un peu con et un peu beauf. Donc non, je ne comprends pas pourquoi tout le monde a trouvé le film un peu plus diversifié et intéressant que les autres Marvel. Aussitôt vu, aussitôt oublié quoi. Et alors l'idée de changer de titre à la fin en disant ah bah en fait non, le film s'appelle les New Avengers, mais c'est quoi cette promotion? Enfin ça n'a aucun intérêt, et ça change quoi? Mais ça change quoi que en fait on a voulu mettre The New Avengers au lieu de Thunderbolt? Donc non, pour moi c'est l'énorme arnaque de Marvel cette année, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde a trouvé le film intéressant. Non, loin de là. Pour moi le seul film Marvel intéressant cette année c'est les 4 Fantastiques, et on en reparlera après. Prochain film de cette sélection. La mort a peut-être pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Bonne chance. Alors, Destination Finale, attendez, je vais juste mettre l'affiche, voilà, vous voyez rien, mais voilà. Alors, Destination Finale, alors, faut savoir un truc, moi j'aime bien les Destinations Finales, je crois que je les ai à peu près tous vus, alors il y en a qui sont meilleurs que d'autres, je trouve qu'ils sont plutôt de bonne facture, alors c'est des films très très cons, je crois que c'est vraiment les films les plus cons que j'ai pu voir dans le cinéma d'horreur, mais je trouve qu'ils passent parce que, on s'attend jamais à ce qui va se passer, je trouve que la manière de d'annoncer la mort ou de comment la mort va les influencer et va en fait tous les canner, je trouve que c'est très intéressant,
Je trouve que c'est dans la mise en scène extrêmement bien amené, et c'est pour ça que je trouve que c'est des films qui sont extrêmement divertissants. J'aimais beaucoup le 5, je trouve, qui est en 3D. Je trouve le film très très con, mais encore une fois, c'est extrêmement divertissant, et t'as cette envie de savoir mais comment le personnage... En plus, ce qui est intéressant, c'est que tu dis toujours, ah bah c'est ça qui va le faire tuer, ou ça c'est ce piège qui va le concentrer, qui va être le début pour ouvrir sur quelque chose de plus énorme, etc. Et des fois, tu peux être complètement surpris sur la tournure de comment en fait la personne va mourir. C'est des films extrêmement sadiques, mais des films sadiques, mais très drôles à regarder, parce que bah, quand t'as rien à regarder, c'est vraiment très sympa. Je m'en souviens du truc de manège aussi qui m'avait bien marqué, parce que quand tu repenses au truc de parc d'attractions, ça c'est horrible. Et je trouve même que les derniers films sont plus intéressants que les premiers qui ont vraiment mal vieilli. Et donc il y a ce Destination Finale 6, Bloodline. Je voyais pas trop l'intérêt, je pense qu'on avait fait à peu près le tour sur cette saga, mais je disais pas non, voilà. On a tous un peu un problème sur toutes ces sagas de films, etc. qui reviennent au goût du jour, même les sagas d'horreur. Mais je vous avoue que Destination Finale 6, c'était un peu la seule saga où je me dis, bah continuez à faire des films du moment que vous avez des idées, que vous avez de l'ingéniosité dans la mise en scène, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire si c'est bien fait. Alors ce Destination Finale 6, je vous avoue que j'étais un peu déçu parce que je trouve que le film commençait très très bien, avec cette idée de grande tour là, dans les années 50, 60, ce côté très vintage et rétro. Je trouvais ça très sympa, et d'ailleurs la mise en scène est vraiment très bonne dans la première partie. Et alors après, on revient dans le monde moderne, et alors c'est pas intéressant, les personnages donc on s'en branle, le film est trop long, je crois qu'il dure 1h50, 2h, c'est beaucoup trop long pour un film aussi bête que son concept, mais je trouve qu'ils ont voulu faire quelque chose de trop sérieux. Oui, c'est con ce que je dis, mais c'est vrai, je trouve que le film est beaucoup trop sérieux sur ce qu'il a envie de montrer. Et alors à la fin, ça finit d'une manière, mais je m'en foutiste, où on sait pas comment finir le film. Et alors on fait un truc con, c'est-à-dire bah on tue le personnage principal, désolé je spoil, mais d'une manière la plus débile avant de mettre le générique de fin. Je trouve que de la manière où le film est construit, ça ne va pas, ce n'est pas cohérent. Je trouve le film trop long, beaucoup trop sérieux. Des fois, en fait, le film veut se sortir de sa connerie, mais je vois pas l'intérêt. Le concept de base est débile. Donc autant faire quelque chose de con, mais en fait, le film est ultra bancal sur ce qu'il a envie de montrer. Et des fois, bah, ça va être sérieux, des fois, ça va être plus con. Alors, en ce qui concerne les morts, il y en a qui sont très très bonnes. Je repense à l'idée du scan, là, le mec avec ses piercings. Horrible, mais vraiment très bien. Et alors d'autres où ça n'a aucun intérêt, où genre l'ananas prend un train dans la gueule, etc. Tu dis oui, vous avez aucune idée, mais en fait essayez de trouver les trucs les plus sadiques, un peu comme dans Saw, si vous voulez. Et ouais, ça peut être sympa, mais c'est vrai que des fois ils ont vraiment aucune idée. Donc ce Destination Finale Bloodlines, je trouve pas que ce soit le plus nul de la saga, mais je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire parce que il y a aucune cohérence dans la structure du film. J'aime beaucoup le début, je trouve que le début est très bon même s'il est un peu long. Et alors après ça va dans quand j'étais jeune, etc. En fait il y a une malédiction sur la famille et du coup il va falloir détruire cette malédiction parce que la personne n'est pas morte dans cette grande tour. Ok, bon, ça peut être intéressant, mais il va falloir bien le montrer. Donc non, ce Destination Finale Bloodlines, je vous le conseille pas trop si vous êtes fan de la saga. Je vous conseille vraiment les 5 films, enfin... Bon, c'est pas du grand cinéma, hein, mais si vraiment vous aimez quelque chose de con mais divertissant, je vous conseille quand même les 5 films. Et ce Bloodlines, vous allez être un peu déçus, déjà que je trouve que le film est un peu trop long. Donc je vois pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Après, est-ce que c'est une catastrophe? Non, vous pouvez regarder, vous allez pas trouver que c'est une merde absolue. Donc voilà pour ce Final Destination Bloodlines. Je sais même plus quel est le réalisateur. Je vous mettrai la gueule du réalisateur, je sais plus. Prochain film. Oh putain. Sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être. Ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Mais oui, Mission Impossible 8, The Final Reckoning. J'espère de pas faire trop long aussi pour celui-ci. J'aime beaucoup la saga Mission Impossible. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé de Mission Impossible 3 jusqu'à Mission Impossible 6, ce qui fait quand même 3 films. J'ai aimé cette volonté de moderniser la saga, de faire quelque chose de plus ancré dans le cinéma d'action de maintenant.
J'aime beaucoup le 3. Non, j'ai dit 3 films. Non, il y a 4 films que j'aime bien. J'aime beaucoup le 3. Je trouve pas que le 4 soit le plus intéressant. Je trouve qu'il est un peu trop long. Le 5 est excellent dans ce côté très film Hitchcockien, etc. Et le 6 est le meilleur de la saga pour moi. Voilà, film Mission Impossible Fallout, c'est le plus divertissant, c'est le plus efficace. Toutes les scènes à Paris sont géniales. Donc voilà. Voilà. Et pour ce qui est des deux premiers, le premier, je trouve qu'il a mal vieilli. Je sais, c'est Brian De Palma, mais je suis pas fan du premier film de De Palma. Je trouve qu'il a très mal vieilli. Et je n'ai pas vu Mission Impossible 2 de John Woo. Et je pense ne pas le voir parce que je le trouve très très con sur toutes les images que j'ai vues. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de grave si je n'ai pas vu Mission Impossible 2, même si c'est réalisé par John Woo. Et donc il y a Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8, donc Dead Reckoning et Final Reckoning. Alors oui, il y a eu des problèmes de production, etc. Du coup, de base c'était partie 1, partie 2, et ça s'est transformé en Dead Reckoning et Final Reckoning. Je n'aime pas ces deux films, principalement parce que ils ont voulu en faire trop de personnages, trop long. Les films durent 2h40, voire même 2h50 pour le dernier, il dure 2h50. Je trouve les films trop verbeux, trop longs, ça ne fait que parler pour aucun intérêt. Je trouve que les scènes d'action commencent à un peu baisser. Encore pour le 7, je trouvais qu'elles étaient assez présentes, mais elles n'avaient rien de nouvelles. Je crois qu'ils étaient même en train de se répéter et même de pomper un peu la concurrence, parce que la scène du train dans Mission Impossible 7, c'est un peu quand même un gros pompage sur Uncharted 2, hein, sur la scène d'intro d'Uncharted 2, donc bon, je dis pas que c'était mauvais, je trouve que c'est bien fait, mais c'est vrai que c'est pas à la hauteur de ce qu'on a pu faire dans Mission Impossible 6 avec cette scène d'hélico absolument géniale. Et du coup, pour revenir sur Mission Impossible 8, je pourrais même pas vous dire si je préfère le 8 ou le 7, parce que celui-ci, il est plus long, mais en fait non, je pense qu'il a le même problème que Dead Reckoning, c'est-à-dire qu'il est trop long. Putain, ça ne fait que parler pour un scénario qui est même pas intéressant, parce que l'idée de prendre ça comme IA, enfin avoir comme ennemi principal l'IA, c'est intéressant, mais ils en font absolument rien. Le méchant du 7 et du 8, même si ça se voulait comme une volonté un peu plus personnel, parce que c'est un espèce de méchant, il a un lien avec le personnage d'Ethan Hunt de Tom Cruise, je trouve qu'il est un peu nul, et alors sa mort dans le 8, elle est ridicule, mais je trouve que le film n'est pas totalement mauvais, les scènes d'action sont excellentes, celle dans le sous-marin, je pense que c'est la meilleure scène du film, parce que tout le monde a dit que c'était beaucoup mieux en fait de fermer la gueule à ses protagonistes, donc t'as au moins 30 minutes où il n'y a absolument aucun bruit, il y a que du silence, et je trouve la scène extrêmement bien réalisée, sous tension dans ce sous-marin, vraiment excellent. Et la scène de l'avion, alors là aussi j'ai absolument rien à dire. En termes d'action, Mission Impossible aura été bon du début, mais jusqu'à la fin en fait, surtout à la fin. Bon oui, en effet, quand tu compares cette scène d'avion de biplan comparé à celui de Fallout avec ce combat d'hélicoptère, bon bien évidemment celui de Fallout est tellement mieux réalisé, tellement plus impressionnant, mais je trouve encore une fois que les scènes d'action sont vraiment impressionnantes et sont excellentes, extrêmement bien réalisées. Alors oui, le film c'est quand même le film un des plus cons de la saga, parce que t'as l'impression que Tom Cruise est un super héros. Alors déjà qu'il avait un ego surdimensionné, Tom Cruise, mais alors là c'est vraiment Jésus, le mec, c'est Dieu, c'est même pas Jésus, c'est Dieu, c'est le Messie, le mec, il sauve tout, il meurt jamais, il se prend presque jamais aucune balle. Je pensais véritablement qu'ils allaient faire tuer le personnage, mais même pas, ils ont même pas eu les coronas, j'ai envie de vous dire, de faire ça, même si bon, je voyais pas trop l'intérêt parce qu'on fait tuer tous nos personnages. Et donc oui, non, Mission Impossible 8, je trouve que c'est une énorme déception, un peu comme le 7. Je suis bien content que ça soit le dernier, parce que je pense que là on en avait marre, ça se répète, ça n'avait aucun intérêt. Et non, encore une fois, c'est beaucoup trop long, je trouve que les scènes d'action sont bonnes, mais alors elles sont déjà, le film est pas du tout généreux, il y a genre 2 grosses scènes d'action, allez 3 si je suis sympa, sur 2h50, excusez-moi, mais alors quand tu compares ce Mission Impossible avec le John Wick 4, où il y avait constamment des scènes d'action, et alors la dernière à Paris était absolument géniale, c'est vrai que ça fait tâche. Donc ce Mission Impossible 8, The Final Reckoning, je pense qu'il est temps d'arrêter, même si j'aime bien Christopher McQuarrie et Tom Cruise, voilà. Et le prochain... Enfin un bon film, enfin un film qui m'a véritablement plu cette année, 28 ans plus tard, attendez je mets l'affiche, réalisé par Danny Boyle, le retour de Danny Boyle à la fois à la réalisation et à la fois dans cette saga
absolument génial. 28 jours plus tard, super film, peut-être le meilleur film de zombies avec Cillian Murphy et Naomi Harris, qui a jamais été fait. Je trouve que c'est vraiment le film culte, génial des films de zombies, extrêmement prenant, extrêmement hard, dur aussi, mais aussi parfois extrêmement poétique. C'est génial. 28 semaines plus tard, bien sûr, c'était moins bien parce que c'était pas Danny Boyle, mais je trouvais que le propos était toujours aussi intéressant. Les personnages étaient bien plus même développés et mieux écrits que dans le premier film. L'intro de 28 semaines plus tard, elle est terrifiante, elle est géniale. La musique et tout, enfin voilà, vraiment je me dis on était vraiment bien parti et on attendait ce fameux troisième film qui a pris du temps pour arriver parce que le premier film date de 2002 et enfin on a ce troisième putain de film qui sort en 2025. Ils ont pris du temps, hein. Sauf que ils ont décidé de pas faire simplement un troisième film, ils ont décidé de refaire une trilogie et là je me dis oula, vous êtes sûr? J'étais bien parti pour faire un 28 ans plus tard. Alors de base ça devait être 28 mois plus tard, mais vous doutez bien qu'ils ont pris tellement de temps que le film s'est transformé en 28 années. Donc je me disais ok, donc 28 ans plus tard 2, 28 ans plus tard 3, donc ils veulent faire une nouvelle trilogie. J'ai eu très peur au début en me disant mais ils font n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt, qu'est-ce qu'ils vont proposer en faisant 3 films de plus? Et bon, déjà j'ai vu le film, et de deux, le film était déjà parti, enfin la suite était déjà partie pour être tournée au moment où le film sort. Et la suite sort en janvier 2026. Alors, je comprends mieux l'intérêt, ils veulent reconstruire une nouvelle saga, ils veulent aller dans quelque chose de plus moderne. Et en fait, celui-ci, c'est vraiment, on va dire, le pont entre les anciens 28 plus tard, 28 jours, 28 mois, et cette nouvelle saga qui commence avec 28 ans plus tard. Je trouve que c'est enfin un bon film de cette année, enfin un bon film de zombies, extrêmement bien réalisé. Alors oui, c'est assez particulier quand même cette manière de réaliser, qui est à la fois extrêmement brutale, mais à la fois un peu incohérente dans sa manière de montrer les choses. C'est assez brutal, c'est un film d'une brutalité assez folle. Je suis content qu'ils aient pas voulu non plus reprendre totalement la musique de John Murphy pour vraiment en fait avoir cette idée de basculer, d'évoluer dans la saga et pas revenir dans le passé, même si je vous avoue que la musique originale de John Murphy elle est tellement intemporelle et tellement terrifiante que c'est vrai que c'est dommage de pas l'avoir vue. Je crois qu'à la fin on a quand même 2-3 musiques qui reviennent du 28 jours plus tard. Cillian Murphy, bon, il n'est pas dans le film bien évidemment, mais on pense qu'il sera dans 28 jours plus tard 2, le temple des eaux, je crois, c'est un truc comme ça. Je trouve les personnages très intéressants, le personnage de Ralph Fiennes est assez mystique, assez perturbant, que je trouve très intéressant, on va développer encore plus. Toute cette idée de transmission par la mère, l'idée de le point de vue entre le père et la mère, je trouve que c'est extrêmement bien traité dans le film. Donc il y a véritablement une envie de proposer autre chose qu'un pur film de zombies. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout un film d'infectés. C'est un film qui va parler énormément des humains, de manière très philosophique. On est très très loin du pur film d'infectés. Je trouve même que c'est un des films d'infectés les plus matures que j'ai vu depuis très 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 longtemps, bien plus qu'un The Walking Dead, etc. Ça rappelle un peu Dernier Train pour Busan. D'une autre manière, je suis absolument surpris, je ne m'attendais pas je m'attendais quand même à un bon truc parce que quand tu voyais les bandes annonces ça promettait du lourd, mais je m'attendais encore moins à avoir une proposition aussi différente, aussi philosophique, aussi mature. Il y a 2-3 scènes assez hard quand même, dont même 2-3 propositions assez particulières quand même sur les alphas, cette idée d'avoir ces espèces d'infectés ultra musclés, ultra stéroïdés. Donc après avoir vu le film, c'est extrêmement frustrant quand tu sors à la fin et en fait tu te dis bah non, faut voir la suite. Donc en fait ce film c'est un début, c'est une introduction et alors attention, le film n'est pas non plus sorti d'avance sur est-ce que ça sera bon ou non parce que va falloir voir la suite et si les suites sont pertinentes et intéressantes, en effet ce 28 ans plus tard aurait été une excellente porte d'entrée vers cette nouvelle saga. Après, attendons de voir ce que va faire Nia DaCosta avec ce 28 ans plus tard 2, qui est déjà tourné et qui sort en janvier 2026, et on verra si Danny Boyle fera bien son 3e film, et comme ça on aura une trilogie. Donc rendez-vous en janvier 2026 pour cette suite, mais que j'attends parce que je trouve que c'est quand même un très bon film de cette année, ce 28 ans plus tard. Voilà pour le nouveau film 28 ans plus tard réalisé par Danny Boyle. Et donc passons au nouveau film. Que moi je t'offre, c'est un volant en Formule 1. Le seul endroit, si tu gagnes, où tu peux dire que tu es, sans conteste, le meilleur au monde. Never
Alors celui-ci, je vais être seul contre tous parce que nous parlons du film F1 réalisé par Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun Maverick, avec Brad Pitt, Javier Bardem et c'est déjà pas mal. Après j'ai oublié le nom des autres acteurs. Je crois que c'est Damson Idris, si je dis pas de conneries, l'autre acteur du film, le trio. Je vais être un peu tout seul parce que je vous avoue que j'étais un peu... vraiment j'attendais un peu le film parce que j'aime bien la F1, je regarde pas totalement, mais j'aime bien l'idée de Formule 1, j'aime beaucoup les films de bagnole. Je repense bien évidemment à le super film... putain... Comment il s'appelle film de Ron Howard, merde. Rush, putain, j'ai plus de 3 plombs à le trouver. Donc oui, je suis vraiment un grand fan de tout ce qui est film de voiture. Ford v Ferrari était plutôt bon aussi. Je vous avoue, j'ai été un peu déçu. Alors, j'ai plutôt bien aimé le film, mais c'est pas un des meilleurs films de l'année. Dans la réalisation, dans les plans, les manières de filmer les scènes de course, c'est excellent, c'est du Joseph Kosinski, même si je le trouve bien plus efficace et bien plus divertissant dans un Top Gun Maverick. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment intéressant. Je trouve le film beaucoup trop long, il dure 2h35, je vois pas l'intérêt de faire un film aussi long pour juste une histoire de course de voiture. Oui, il y a une volonté de faire quelque chose, de faire un film un peu plus classique, un peu plus ancien, mais encore une fois, je vois pas trop l'intérêt, et je pense que le film s'attarde sur des choses qui sont pas intéressantes, que je trouve beaucoup trop longues. Je suis pas fan, tout simplement. Et pourtant, je vous le dis, j'aime bien les trucs de bagnole, mais je les trouvais beaucoup trop longs. Et les seuls moments assez divertissants ont été les scènes justement de courses de bagnole qui sont vraiment bien. Mais après, je trouve ça un peu creux au niveau du scénario, au niveau des personnages. Brad Pitt est bon, bien évidemment, parce qu'il est toujours bon, il est toujours efficace. Mais les autres acteurs, pour moi, sont pas assez creusés. Cette rivalité entre la jeune et l'ancienne génération, c'est du vu et du revu. Je dis pas que c'est mal fait, mais je trouve que le film ne propose rien de véritablement intéressant. Javier Bardem, qui est un génial comédien, le voir jouer cette espèce de manager, ça me saoule un peu, quoi. Pour moi, Javier Bardem, tu le prends pas pour jouer un rôle aussi inexistant, je dirais même pas inexistant, mais aussi pas intéressant, quoi. Je dis pas qu'il est nul, je dis pas que le personnage est nul, mais je dis que tu prends pas Javier Bardem, qui est quand même un acteur de haute volée, quoi, hein, putain, No Country for Old Men, Skyfall, etc. C'est vraiment dommage de voir un acteur d'un si grand talent pour un rôle aussi petit, voilà. Le rôle est assez présent et intéressant dans le film, mais désolé, mais je suis désolé, c'est vraiment dommage de voir Bardem jouer un rôle aussi insignifiant, quoi. Donc non, malheureusement ce F1 m'a pas totalement plu. Je trouve Joseph Kosinski beaucoup plus intéressant quand il fait Top Gun Maverick, qui était pour moi cette idée véritablement de jouer à la fois sur un film nouveau et ancien, c'est-à-dire qu'en fait ça mélange à la fois tout ce qu'on faisait de bien dans les années 90-80 avec cette volonté de faire un film authentique et à l'ancienne, tout en proposant quelque chose de moderne dans ses plans, dans sa réalisation, avec des musiques plus modernes, etc. Je trouvais que voilà, on fait du neuf avec du vieux. Et ça, c'était vraiment ce qui m'avait beaucoup plu dans Top Gun Maverick. Et là aussi, ça veut se proposer cet effet, mais je trouve que ça ne fonctionne beaucoup moins bien. Donc F1, je suis pas un super fan, je trouve pas que ça soit nul, parce que je trouve que c'est quand même d'une très bonne facture ce film, mais je suis pas fan du tout. Le seul truc que j'ai à sauver, qui me marque dans le film, c'est la musique de Hans Zimmer. Alors là, j'ai absolument rien à dire, de toute façon, j'ai mis la musique de Hans Zimmer en intro de la vidéo, parce que je vous le dis, je suis vraiment... Voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé la musique, je trouve qu'elle est efficace, elle fonctionne très bien, mais voilà, c'est pas un film de voiture, de Formule 1 qui va me marquer comme a pu me marquer justement Rush, par en fait un peu comment je pourrais dire ça, le mental et en fait la personnalité des deux comédiens, des deux acteurs principaux, mais aussi de Niki Lauda et de James Hutt, qui étaient les deux gros stars, et aussi c'est parce que ça se passait dans les années 70, etc. Il y avait un mental et une manière et une volonté un peu tête brûlée qu'avaient les deux comédiens et qu'avaient les deux personnages figures historiques du monde de la Formule 1. Donc F1, je suis mitigé, c'est pas mauvais, mais pour moi on en a fait un peu trop, voilà, pour le film F1 réalisé par Joseph Kosinski. Ça y est, vous êtes contente là? Ah bah non,
On va pas s'arrêter en si bon chemin. Et là, on revient sur un film français, avant d'attaquer sur le gros de l'année, L'accident de piano, réalisé par Quentin Dupieux. Je vais aller très rapidement dessus, parce que là, vraiment, je vais faire très rapide. C'est du Dupieux, donc si vous aimez l'univers Dupieux, vous allez être comblé, c'est plutôt bon. Encore une fois, je trouve qu'il se perd un peu depuis quelques années, Dupieux, sur ce qu'il a envie de proposer. Des fois, il fait du hors-sujet, j'ai envie de vous dire. Des fois, il parle de choses qui sont pas intéressantes. Des fois, il y a des scènes trop longues. Mais je trouve que c'est assez honnête pour que le film tienne. Je trouve que le film est très drôle parfois. Encore une fois, le film est bon par l'interprétation des comédiens. Commander, Adèle Exarchopoulos, qui est détestable dans le film, mais que je trouve excellente. En plus, elle a une gueule, Adèle Exarchopoulos dans le film. Oh là là, elle est méconnaissable, elle est horrible. Enfin bon, l'actrice, de toute façon, c'est une super comédienne, Adèle Exarchopoulos, on va se l'avouer, hein. Elle est excellente dans L'amour ouf, etc. Mais alors là, bah voilà, encore une fois, elle arrive à super bien jouer ce rôle de cette espèce d'influenceuse, une connasse finie, une timbrée, une connasse finie, mais qu'est-ce qu'elle est bonne dans ce genre de rôle absolument détestable. De toute façon, elle est excellente dans tous les rôles dans tous les films de Dupieux, quoi. Même dans quand c'est dans Fumer fait tousser, et alors dans comment ça s'appelait, dans Mandibule, elle était géniale, quoi. Donc, je trouve pas que ça soit le film le plus intéressant de la carrière de Dupieux, un peu oubliable. Oui, il y a encore une volonté de cette thématique de vouloir parler du monde moderne, qu'est-ce que ça signifie par rapport aux réseaux sociaux, etc. Je trouve que c'est pas super pertinent, je trouve le film un peu trop long, mais encore une fois, le film est sauvé par, encore une fois, les comédiens, quoi. Guy Berlin, Commander, Karim Leclou, mais surtout Adèle Exarchopoulos, quoi. Donc, L'accident de piano, si vous aimez bien Dupieux, bah vous allez passer un bon moment, mais rien de révolutionnaire. Depuis quelques années, avec Dupieux, on commence à connaître, voilà. Et enfin, je dirais enfin, on attaque sur le gros. Et alors là, je pense que je vais faire un peu plus long parce qu'on va parler de Superman, réalisé par James Gunn. Oh putain. Oh là là, ce Superman de James Gunn, qu'est-ce qu'on a pu entendre sur ce film. Bon, on va commencer simplement. J'aime beaucoup James Gunn. J'aime sa volonté de vouloir proposer quelque chose de neuf, de vouloir amener sa personnalité, amener ses émotions, faire des personnages qui sont pas parfaits. C'est-à-dire des personnages qu'on appelle des losers magnifiques, comme dans Les Gardiens, comme dans ce Superman. J'ai aimé ce qu'il a proposé chez Marvel, je dirais même, je sais même pas que j'ai aimé, c'est que j'ai adoré. Je trouve que la trilogie Gardiens de la Galaxie se tient extrêmement bien, je trouve que ce sont 3 super films qui sont pour moi les plus grands films qu'a fait Marvel. Je trouve qu'il apporte une humanité, une force, une émotion que j'ai rarement vue chez Marvel. Je trouve que même si la plupart de ces personnages sont des putains de CGI en effets spéciaux, je trouve qu'il apporte une âme, une force, une émotion que j'ai très rarement vue. Enfin voilà, vraiment, je suis pas du tout un mec qui déteste Gunn. Alors des fois il a pu faire quand même 2-3 détours où je suis pas fan. J'aime pas trop Super. Son Suicide Squad pour moi il est raté. Mais je suis pas fan de la Suicide Squad en règle générale, que ce soit celui de Ayer ou celui de Gunn. Mais je suis pas fan. Je suis pas fan de Suicide Squad. Je trouve qu'il est allé trop loin, Gunn. Je trouve qu'il a vraiment, il est allé trop loin dans la connerie, dans le n'importe nawak. Et non, vraiment, j'aime pas Suicide Squad. Mais pour ce putain de Superman, parce que c'est enfin lui le chef chez DC, c'est lui qui va organiser tout ce qui va se passer pour les 10 ans à venir chez DC Studios. J'ai jamais été fan de Superman dans le cinéma. J'aime beaucoup le personnage en règle générale dans les comics. J'ai lu 2-3 comics, Red Son, etc., Kingdom Come et d'autres. J'aime beaucoup le personnage dans les comics, mais je trouve qu'on n'a jamais réussi à bien l'adapter au cinéma, que ce soit chez... Ça fait longtemps que j'ai pas vu le Richard Donner, donc je pourrais pas véritablement apporter mon avis. Je l'aimais beaucoup le Superman quand j'étais gamin, mais sauf que maintenant je suis plus gamin, j'ai passé quand même quelques années et je pense que le film a assez mal vieilli. Il faudrait que je le revoie véritablement pour donner mon point de vue. Celui de Bryan Singer, j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais c'est vrai qu'en le revoyant maintenant, je trouve que déjà le film est trop long et Brandon Routh, il le fait pas du tout en Superman. Je trouve que c'est un bel hommage à Donner, mais bon, il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas. J'aime beaucoup Kevin Spacey en Lex Luthor. Celui Snyder aurait pu être celui
qui pouvait me faire rentrer dans le personnage, parce que pour moi c'était la volonté ultra sérieuse, ultra épique à la Dark Knight, mais pour moi il manque beaucoup de choses sur la personnalité, sur l'émotion. J'aime Henry Cavill, je le trouve excellent, mais il y a ce manque de profondeur, il y a ce manque de volonté et émotionnel. Je trouve que c'est beaucoup trop sombre pour rien, ça n'a aucun intérêt de rendre le personnage tellement sombre. Superman est un personnage lumineux et avec beaucoup d'espoir. Je vois pas trop l'intérêt d'aller le faire passer du côté obscur. Oui, la proposition est intéressante, mais est-ce que ça apporte un plus au personnage ? Pas forcément. Même si j'ai beaucoup aimé des films comme Batman vs Superman, ou la Justice League, enfin la Snyder Cut, mais pour autant le personnage manquait véritablement d'émotion ou de personnalité. Et on se retrouve avec James Gunn qui lui apporte beaucoup à ce Superman, mais malheureusement, en fait, ça va être la critique la plus compliquée. C'est-à-dire que le Superman, je trouve qu'il y a des choses super dans le film. Voilà, je trouve qu'il y a des choses très belles, très émouvante, il y a des choses que peut dire Gunn sur la politique de maintenant. Alors oui, le film est extrêmement politique, mais quel film n'est pas politique, j'ai envie de vous dire. Mais oui, il y a beaucoup de choses qu'il va dire sur ce que c'est d'être un héros, l'image de notoriété, etc., que je trouve assez belle. Je trouve la fin magnifique, avec la musique de Iggy Pop, enfin le remix avec Iggy Pop, Punk Rocker. C'est du pur Gunn à la fin, enfin vraiment je le trouve super émouvant, mais malheureusement, il y a d'autres choses que je trouve insupportables, quoi. Déjà, les images de synthèse, moi, je peux plus, quoi. Véritablement, ça me fait chier de dire ça, mais Superman tombe dans les gros problèmes de tous les films hollywoodiens de super-héros actuels, c'est-à-dire des CGI partout, qui sont pas très beaux et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Alors oui, on vit dans... en tout cas, dans ce Superman, on vit dans ce monde de méta-humains où les extraterrestres sont présents, où les super-héros sont présents, on vit avec. Mais malheureusement, tout faire en CGI n'apporte pas tant de choses que ça, et donc c'est vraiment dommage. L'autre problème que j'ai, c'est cette volonté à la fois de Gunn de vouloir ridiculiser le personnage de Superman, ce qui est pas grave en soi. Je trouve que c'est intéressant, ça donne ce côté humain du personnage de Superman, mais il faut aussi que ça apporte aussi quelque chose en règle générale, et malheureusement des fois on accentue trop, c'est-à-dire que trop souvent Gunn te le montre comme une véritable sous-merde Superman, qui se fait maltraiter, qui se fait défoncer la gueule. Faut aussi un moment où le personnage peut ressusciter, peut se réveiller et peut montrer son côté le plus iconique et imposant, et malheureusement c'est pas ce que je ressens, ou je le ressens beaucoup trop rarement. Autre chose qui m'énerve, c'est que y a trop de moments qui sont un peu cartoonesques, quoi. Quand le personnage se prend un coup dans les couilles, oui, ok, c'est sympa, mais ça n'a rien à foutre dans un film Superman. Je vois pas intérêt. Il y a des scènes de dialogue ou de vannes qui n'ont rien à foutre ici, quoi. Et ça peut être le problème qu'avait Gunn dans Les Gardiens de la Galaxie, mais le problème c'est que tu n'écris pas Les Gardiens de la Galaxie comme tu écris Superman. C'est deux manières de voir les choses différentes, c'est deux points de vue différents. Oui, je trouve l'univers de Gunn qui va très bien avec les Gardiens de la Galaxie. Après, je sais pas, j'ai jamais lu le comics des Gardiens de la Galaxie, je sais pas si c'est Gunn qui a apporté son univers ou si l'univers des Gardiens était déjà comme ça. Parce que les Gardiens de la Galaxie, ça a jamais été un comics super populaire, il a fallu que Gunn arrive pour que ça explose, pour qu'on ait des jeux vidéo, des comics, etc. Et tu n'écris pas un Superman de cette manière, quoi. Revois les films avec de Richard Donner, etc. C'est pas comme ça qu'on écrit un Superman. C'est pour ça que beaucoup avaient peur de ce que pouvait faire James Gunn avec ce Superman. Et je peux comprendre, et je comprends totalement les personnes qui détestent ce film. Moi-même, il y a des choses que je déteste, mais il y a des choses que je trouve très bonnes aussi. Donc je suis extrêmement mitigé avec ce film. Je trouve qu'il y a autant du bon que du mauvais. Même si j'étais sorti quand même assez satisfait de ce Superman quand je suis sorti, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me dis non mais il y a des trucs qui vont pas, quoi. Il y a des trucs, je peux pas supporter, le personnage de Krypto, il sert un peu à rien, la présentation du personnage de Supergirl, je dis pas que l'avoir bourré c'est pas le problème, mais le fait qu'elle parle mal à Superman, qu'elle le traite de bitch, de salope, quoi. Dit ma pute, c'est comme ça qu'elle dit. Enfin, en version originale, elle dit goodbye, à plus tard, bitch. Enfin, non, c'est pas comme ça. Oui, le personnage de Supergirl sera intéressant parce qu'on va traiter de son alcoolisme, de sa dépression. Mais j'espère que ça va pas être comme ça tout le film parce que là, ça va être insupportable, quoi. Donc, on verra pour la suite de ce DC Studio. On verra si ce Superman va ouvrir la voie à quelque chose de mieux ou de pire.
je sais pas encore. Mais il y a encore de très bonnes choses, la fin je la trouve très belle. David Corenswell, je le trouve plutôt bon, il est pas exceptionnel. Je trouve qu'il fait le taf, voilà. Et les autres acteurs, ça va. Lex Luthor, je trouve qu'il est un peu caricatural, Nicholas Hoult. La meilleure actrice, ça reste quand même Rachel Brosnahan. Non, Lois Lane, y a rien à dire. Donc voilà. Donc ça va pas être encore ce Superman qui va vraiment me faire croire, encore une fois, comme je vous ai dit, dans le cinéma, parce que je vous ai dit, j'aime beaucoup Superman dans les comics, mais ça va pas encore être lui qui va me faire croire à un mec en slip qui vole. Voilà, je vais dire ça comme ça, dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, dans le cinéma. Donc voilà pour le Superman de James Gunn. Alors on passe à Jurassic World, je vais essayer de pas faire trop long, je vais très vite, enfin je vais même faire très vite, je déteste. Jurassic World Rebirth, je l'ai vu assez tardivement, je l'ai rattrapé parce que je voulais pas voir le film. Alors oui, c'est Gareth Edwards, oui il y a Scarlett Johansson, il y a Mahershala Ali, etc. Oui, mais c'est pas parce que on prend un très bon réalisateur qui va en faire quelque chose d'intéressant. Jurassic World, ça fait 7 films, et je crois que les mecs comprennent toujours pas qu'il y a eu un seul Jurassic Park qui était excellent, c'était le premier, que Jurassic Park, ils avaient tout dit, mais absolument tout dit en un film qui dure 2 heures, même pas. C'est un film absolument magique, c'est un film intemporel, c'est un film qui a marqué une génération entière, et ils comprennent pas qu'après plus de 30 ans, on fait la même chose en moins bien, et en plus, et ça c'est le truc que je peux pas, hein, c'est que en plus de faire moins bien, ils pissent, je suis désolé, ils pissent sur le film original. C'est incroyable, c'est impressionnant à quel point ce film, mais en fait c'est le contraire et l'opposé de ce que Ian Malcolm, ou le personnage du professeur Grant, de Alan Grant, disait dans le premier Jurassic Park, sur la volonté de pas transformer la science, de pas vouloir recréer ce qui n'est pas comparable, de vouloir créer quelque chose qui va nous dépasser. Je suis désolé, c'est ridicule, mais c'est tout l'inverse. Et tous les personnages de ce film ne sont que influencés par le pognon. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou d'avoir des personnages pareils. C'est catastrophique d'avoir des personnages aussi peu attachants et aussi vraiment, mais vicieux, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est pas véritablement vicieux, mais c'est vraiment des personnages, tu peux pas les supporter, quoi. Tu t'en branles. Et tu crois pas non plus en Scarlett Johansson qui est une espèce de soldat militaire, etc. Enfin bon, bref. Je ne vois pas l'intérêt de ce film, je le trouve insupportable. Oui, il y a des beaux plans, oui, c'est plutôt bien réalisé, la tension est là, mais ça va pas faire un film, et même si oui, au niveau de la réalisation ça va, je trouve que le fond est catastrophique, parce que Jurassic Park, c'est pas qu'un pur film de divertissement. Ça a une volonté et un fond extrêmement intelligent et intéressant, c'est pour ça que le livre original de Michael Crichton était excellent d'ailleurs. Mais alors là, c'est l'inverse, c'est l'opposé total, et alors ça me fait chier de me dire que le scénariste du premier Jurassic Park est aussi scénariste de cette merde qui est Rebirth ou Renaissance. J'en ai marre, vraiment, mais arrêtez cette saga, mais ça change rien parce que le film a cartonné. Je comprends pas comment ça se fait que, putain, 30 ans après, ça fonctionne encore, après tout ce qu'on a fait. Et je repense à ce Jurassic World Dominion, là, qui était une catastrophe, mais je vous avoue, je crois que je préfère encore revoir Dominion parce qu'au moins il était con, mais il était divertissant. Là, il est même pas divertissant, en plus d'être con. Enfin voilà, je repense pas à la scène du début avec le Mars, le Twix, là, je sais plus comment c'était, ou le Snickers. Je vais même pas en parler parce que ça n'a aucun intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de parler de ce film, j'ai détesté ce film. Vraiment, c'est tout ce que Hollywood fait de pire. Et en plus de faire moins bien et de pire, ils insultent l'œuvre originale, et ça je peux pas supporter, ça m'énerve, véritablement. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Jurassic World Renaissance, réalisé par Gareth Edwards, pardon. Et enfin on va parler d'un des meilleurs blockbusters de cette année. Ça va faire quoi, Ben? Non. Ça va faire quoi, Ben? Non, Johnny. Dis-le! Je veux pas. Dis-le! Les 4 Fantastiques réalisés par Matt Shakman. Enfin,
un bon film Marvel. Enfin du renouveau. Enfin une bonne adaptation de ces personnages. Je déteste pas les films de Team Story avec Jessica Alba et Chris Evans. Bon, c'est juste qu'ils ont pris un sacré coup de vieux, surtout le 2, je crois, avec le surfeur d'argent. Mais bon, c'était pas des super adaptations, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu mal foutues, quoi. Enfin là, on a une bonne adaptation. Il y a aussi la volonté de faire quelque chose de rétro-futuriste, qui est vraiment pas mal aussi, avec le mélange à la fois moderne et ancien. Je trouve que ça colle parfaitement. Ça crée une cohérence parce qu'ils vivent dans un monde parallèle, donc ils n'ont jamais su ce qui s'était passé dans l'univers 666 du MCU. Donc là encore une fois, c'est cohérent, c'est intéressant. Les personnages sont tous super bien développés, enfin tous. Je trouve que il y a juste le personnage de Reed Richards où je suis pas fan du tout. Peut-être que c'est lié à l'interprétation de Pedro Pascal que je trouve un peu insignifiante. Voilà. J'aime bien Pedro Pascal, mais j'avoue que là c'est vraiment pas son rôle le plus intéressant. Et la véritable chef d'équipe, c'est Susan Storm. Pour moi, elle est excellente. Vanessa Kirby, en même temps, je trouve qu'elle c'est une super comédienne et elle le fait grave. Vraiment pour elle, c'est presque elle l'actrice principale. Parce qu'il va y avoir toute une importance avec le gamin qu'ils vont avoir, l'espèce de bébé qui va être le centre un peu émotionnel de ce film, et l'enjeu du film. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que Matt Shakman a utilisé un enjeu extrêmement émotionnel et extrêmement simple, avec ce côté du fait que Galactus veut cet enfant, sinon il va réduire à néant la planète Terre, etc. Oui, ça peut paraître con, mais ensuite ça va créer des dilemmes intéressants sur les personnages, ça va même créer des conflits et des embrouilles au sein des 4 Fantastiques. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et vraiment, je suis super surpris. Ouais, Marvel se sort les doigts du cul pour proposer quelque chose de vraiment intéressant, pas parfait, parce que c'est pas révolutionnaire. C'est quand même un pur film de super-héros classique, vous allez rien voir d'intéressant, mais enfin, Marvel propose des choses intéressantes, avec voilà, des personnages intéressants. Alors oui, je sais qu'il y avait plein de films, il y a eu plein de scènes qui ont été cutées pour que le film ne soit moins long, parce qu'il dure quand même moins de 2 heures, mais déjà avoir un film qui dure moins de 2 heures chez Marvel, il y a 2 solutions, soit c'est de la merde, soit c'est vraiment bien. Et le film est pas long, quoi. Enfin, vraiment le film tient bien son rythme, etc. Seul gros problème, il y a 2-3 scènes de dialogue beaucoup trop longues avec le personnage de Reed Richards. En fait, le truc le moins intéressant du film, c'est le personnage de Reed Richards. Johnny Storm, je trouve qu'il est très cool. Le personnage de Ben Grimm est bien, même si je pense qu'il m'aurait été plus de développement. Et c'est dommage de ne pas avoir vu plus l'acteur qui joue Ben Grimm, on le voit au début parce qu'il est dans les flashbacks, les scènes de flashbacks, d'archives, et après c'est que l'acteur en CGI. D'ailleurs les CGI sont plutôt bons, j'ai eu très peur au début quand je voyais les bandes annonces, non, elles sont vraiment plutôt bonnes, mais c'est dommage de pas voir plus l'acteur, quoi. On attend que sa voix. Donc, pour ce qui est des 4 Fantastiques de Matt Shakman, c'est... Alors déjà, le meilleur film Marvel depuis Les Gardiens 3, ça c'est sûr, mais c'est aussi un bon film de super-héros, et sûrement le film qui ressort du lot cette année en termes de super-héros. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Mais non, franchement, je vous le conseille, et vous passez un très très bon moment, pas parfait encore une fois, mais c'est de très bonne facture, et enfin une bonne adaptation des 4 Fantastiques. Your pain is not a coincidence. You are not a coincidence. We are not a coincidence. We need to free each other's hearts. Et enfin, on va terminer avec Eddington. Alors, j'en parlerai pas énormément d'Eddington parce que je voudrais en parler plus dans les bilans de l'année, dans les flops, parce que c'est un des films... comment je pourrais dire ça ? Un des films que j'ai le plus détesté cette année, mais plus par le fait que la proposition était extrêmement alléchante. Cette idée qu'avait Ari Aster de vouloir un peu défoncer l'Amérique post-Covid, enfin même pré- et post-Covid, entre les anti-masques, les pro-masques, la crise sanitaire qui est absolument hallucinante dans le monde entier, mais alors aux États-Unis c'était encore pire. Ça aurait pu être vraiment intéressant, ça aurait pu être un pamphlet politique vraiment assumé, mais je trouve qu'il fait le strict minimum, parce que ça a une volonté de vouloir montrer plein de choses, mais je trouve qu'il n'aborde presque aucun sujet, ou alors je suis trop con pour comprendre, ça peut être ça. Dites-moi dans les commentaires si... déjà vous avez vu le film, mais surtout s'il y a beaucoup de choses où en fait je suis passé à côté parce que soit j'ai pas réfléchi, disons-le, hein, ou alors pour moi c'est beaucoup trop superficiel
et ça en fait ça c'est plus personnel, en fait on doit voir le film plus d'un point de vue personnel, mais je trouve encore une fois que ça fait très film égocentrique, très film de petits branleurs, de branleurs, on va dire ça comme ça, de mecs de petits malins, tu sais, qui se dit tiens j'ai fait un film, mais après pour comprendre c'est vous-même, etc. Chacun va comprendre le film d'une manière différente. Je veux bien, mais en fait ton film est pas du tout satirique, quoi, c'est pas intéressant, et alors tous les personnages du film sont absolument détestables, quoi. Alors oui, il y a une critique sur chaque personnage. Le personnage de Pedro Pascal est un espèce de maire ultra moderne, ultra un peu wokiste, on va dire ça comme ça. Le personnage de Joaquin Phoenix est un espèce de républicain ultra réactionnaire, on va dire ça comme ça, qui met pas les masques. Le personnage d'Emma Stone, qui est la femme de Joaquin Phoenix, c'est une espèce de timbré un peu hystérique, je vois pas trop l'intérêt. La mère d'Emma Stone, c'est une espèce de complotiste, et le personnage de Austin Butler, c'est un espèce de leader de secte un peu particulière. Alors c'est bien parce qu'il y a une volonté de vouloir critiquer chaque structure des institutions américaines à travers chaque personnage, mais il en fait rien. Le personnage de Austin Butler, il a une scène et c'est tout, quoi. C'est tout. Emma Stone, on la voit au début et alors après elle se barre, on la voit plus du tout. Et en ce qui concerne le duo des deux comédiens, même s'ils sont plutôt bons, ils sont détestables. Les deux sont des sales cons, ce sont des sales types. Le personnage de Joaquin Phoenix, mais à aucun moment t'as envie de le suivre, c'est une grosse merde. Et le personnage de Pedro Pascal, alors oui, il cache bien son jeu, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Je crois que c'est même le personnage de Pedro Pascal qui est le plus intéressant, parce que oui, il te montre au début que c'est le gars, le maire que tout le monde va aimer, parce qu'il est ultra moderne, parce que il est pro, il est pas wokiste, enfin on pourrait dire qu'il est wokiste, mais il est vraiment adorable, ouvert à tous, il pense à sa ville, mais en fait tu comprends très vite que c'est un gros enculé, parce que il a eu une relation avec Emma Stone, il y aurait eu des affaires d'agression sexuelle. Le genre de truc qu'on pourrait voir dans la vraie vie, en effet, le mec qui cache bien son image, sa notoriété, bien lisse, pour ensuite enfler tout le monde, ça on connaît bien, surtout en France, mais ce que je veux vous dire c'est que ça monte, et c'est ça qui est dommage, mais on ne développe pas plus, parce que, spoiler, bon, le personnage il crève au bout de, je sais pas moi, plus d'1h30 de film. Mais encore une fois, c'est dommage de ne pas avoir plus développé le personnage, parce que c'était peut-être lui qui était le plus intéressant, sinon les autres sont tous absolument détestables, et en toute honnêteté, quand tu compares entre Pedro Pascal et Joaquin Phoenix, désolé, mais je sais pas qui c'est qui a pu être attaché à Joaquin Phoenix, c'est une grosse merde, c'est un gros con, mais sur tous les bords, c'est un putain d'extrémiste fanatique, quoi. Donc, ce que je veux vous dire sur Eddington, c'est que pour moi, c'est un film de petit malin. Ça fait 2 films quand même que Ari Aster commence à faire des films que je n'aime pas. J'aime pas les propositions, je trouve qu'elles sont pas intéressantes. Pour moi, j'ai adoré Midsommar et Hérédité, mais alors depuis qu'il est passé sur des œuvres ultra pompeuses, ultra égocentriques, vraiment, je me la pète, quoi. C'est plus ça. Je ne le reconnais plus. Et ça commence à m'énerver parce que là, ça fait 2 films, et en plus 2 films avec Joaquin Phoenix. Lui aussi, alors lui, c'est vraiment le même chemin. Il prend le même chemin qu'Ari Aster. J'ai adoré Joaquin Phoenix dans toute sa carrière, mais alors depuis quelques années, depuis le Napoléon, Beau is Afraid, le Joker Folie à 2 et ce Eddington, je ne comprends plus Joaquin Phoenix. Je ne comprends plus les rôles qu'il est en train de faire. Je ne comprends plus rien. Donc vraiment, ce film, c'est une grosse déception. J'en parlerai plus en fin d'année. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur tous les films que je voulais. Il y a d'autres films dont je voulais parler, mais ceux-là, je n'en parlerai plus dans les flops, parce que ça sera mieux intéressant de développer pourquoi je les ai pas aimés, parce qu'ils sont pas intéressants, hein, c'est que des films que je mettrai dans un flop. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur les films dont je voulais parler. Je voulais faire un retour rapide sur chaque film. Donc voilà, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé aussi de tous les films dont j'ai pu parler? Est-ce que j'ai été plutôt bon? Parce que je sais que là, j'ai rien écrit du tout, c'est vraiment au feeling et à l'improvisation que je pars. Donc il y a peut-être des choses qui vont pas être cohérents, qui vont être un peu mal expliquées et mal dites de ma part, parce qu'il n'y a rien d'écrit, c'est que de l'improvisation. Mais encore une fois, vous me dites tout ça dans les commentaires. Pour ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous sur le podcast, etc. Et moi je vous dis, écoutez, à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.